Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Lecture et compagnie, je reçois Stéphane Garneau, qui est le responsable de la bibliothèque du Cégep, qui est aussi président de la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford. Bon, et qui est auteur. Oui, aussi, en plus. Donc, aujourd'hui, Stéphane, on parle de littérature jeunesse, mais toi, tu es tombé là-dedans par accident, comme on dit. Oui, dans le fond, j'ai écrit des volumes d'histoire sur la région pour les adultes, mais comme on a fait une étude sur la Société de généalogie et d'histoire, là, environ 3 ans, on voulait connaître là, le niveau de connaissance historique des jeunes de la région. Puis on a fait des questionnaires qu'on a distribués dans les écoles de la région pour la classe. On a visé les 5e années. Bon, on parle de 9-10 ans, quoi? Dans ces eaux-là, du 11 ans. On voulait savoir un petit peu, là, on leur posait une dizaine de questions là, qui étaient assez communes. C'était quoi, exemple, c'est quoi une gobeuse? Mario Gosselin, dont le nom apparaît sur l'aréna de Thetford Mines. C'est qui? Il y en a qui ne savaient pas, il y en a qui disaient que c'était un joueur du Canadien, il y en a qui. Puis on a des questions qui sont quand même assez simples. C'est quoi de l'amiante, tu sais? C'est quoi de l'amiante? Mais puis il y a des gens qui ne savaient pas que c'était quoi de l'amiante. On s'était aperçu qu'il y avait une connaissance qui manquait au niveau des jeunes, au niveau de l'histoire de la région. La moyenne des jeunes, je dirais, on avait 10 questions, puis sur 10, la moyenne, c'était peut-être 1,5 ou 2 bonnes réponses sur 10. Mais ça ne nous surprendrait pas beaucoup, parce que dans le fond, pourquoi on a ciblé cette génération-là? C'est parce que ce sont les enfants, peut-être, de la première génération dont leurs parents n'ont pas travaillé dans les mines d'amiante. Ah. Si on regarde là, les mines, moi je regarde mes enfants, moi, je n'ai pas travaillé dans les mines. Non. Fait que c'est beaucoup le cas de plusieurs personnes, vu que les mines ont fermé, la plupart vers la fin des années 90, début 2000. On dit 2000, c'est ça. Fait qu'on se disait, il y a peut-être. Fait que là, on a étudié, puis on s'est aperçu, comme je disais, qu'il y avait un manque de connaissances historiques. Fait qu'on s'est dit, de quelle façon qu'on pourrait rendre ça ludique et agréable, de faire connaître l'histoire de notre région aux jeunes. On s'est dit, on pourrait y aller peut-être pour un roman historique pour faire connaître ainsi les jeunes. Fait que j'avais en tête, dans le fond, c'est d'où le premier volume qui est en main, puis Pierrot découvre l'histoire de Thetford Mines. C'était dans le fond le but qu'on visait avec ce premier, le roman que j'avais écrit à l'époque. Oui, tiens, je vais le montrer peut-être un peu plus à l'écran, là. C'est ton premier roman jeunesse. Oui, celui-là a été publié il y a 2 ans. Oh, fait que c'est tout récent, là, ton aventure dans la littérature jeunesse. Oui, 2016. Puis, j'en ai 2 autres depuis ce temps-là, mais disons que je pensais que ça allait être un cas unique. Quand j'ai écrit Pierrot, je ne pensais pas en écrire d'autres après ça. C'était vraiment écrit, comme je dis, pour répondre aux besoins qu'on avait identifiés. Mais ça a été distribué dans les écoles de la région. Chacune des écoles a reçu un exemplaire du roman, puis on en a vendu aussi là, à la librairie L'Écuyer, où il y en avait aussi au musée à Thetford Mines, si les gens voulaient se le procurer. Il est-tu encore disponible? Oui, je sais qu'il est encore disponible. Il y en a encore des copies, entre autres au centre d'archives qui se situe au Cégep. Oui. Il y en a encore des copies disponibles. À la vente? Oui. Donc, si on veut offrir un petit cadeau à nos jeunes sur l'histoire de la région, c'est encore... Oui, puis tous les faits, même si c'est pour du roman jeunesse, tous les faits qui sont relatés sont évidemment des faits réels. Ben oui. Il y a une recherche qui s'est quand même faite au niveau du volume. Et puis, je le feuilletais, là, mais tout à l'heure, ça a été monté de façon particulière, là. C'est des faits historiques, mais c'est dans le cadre d'un rêve. Oui, ici, pour Pierrot découvre l'histoire de Thetford Mines, dans le fond, on cherchait une façon, de quelle façon qu'on peut faire que le personnage apparaisse à différents moments de l'histoire. Puis le plus facile, on s'est dit, le garçon va rêver. Donc, pour Pierrot ici, Pierrot se endort le soir au début du volume et il va se réveiller à différents moments de l'histoire de Thetford Mines. Il va entre autres rencontrer Joseph Fecteau lors de la découverte de l'amiante. Il va rencontrer Benson James Bennett, qui est le premier maire à Thetford Mines. Il va apparaître en 1918 lors de la grippe espagnole. Oui. On va le voir lors de la grève de 49, le déménagement du Vieux-Saint-Maurice. Même il va aller jusqu'à la fin, en 2003. Il va rencontrer le maire, M. Fortier, qui est nerveux parce qu'il attend les résultats du référendum, à savoir si Black Lake et Robertsonville vont se diffusionner de Thetford Mines ou non. Fait que, alors, c'était Normal à la liberté, c'était ça? Oui, Normal à la liberté. OK, et là, c'était la diffusion. Ça, c'était 2004, je crois. Parce que c'est le fun sur le livre, là, ici, là, tu as toutes les dates, dans le fond, les années où est-ce que Pierrot va apparaître dans le volume. OK, alors ça part en 1876 et ça se termine en 2004. C'est ça, oui. C'est accessible donc pour les jeunes de 10-11 ans 10, 11, 12 ans, je dirais, environ. C'est pas écrit très...
c'est écrit assez pour les jeunes enfants. Je pense que tout le monde peut, même les parents peuvent avoir un intérêt de lire le volume. Oui. Comme je disais, je suis sûr que monsieur, madame, tout le monde peut en apprendre. Bon, 1939, pourquoi il y a sur le volume? C'est que les gens ne savent pas, mais le roi et la reine ont fait une visite au Canada cette année-là, et puis ils ont passé en train. Le train a passé à Thetford Mines, et les jeunes de Thetford Mines ont pu voir défiler la reine Élisabeth et la mère de la reine actuelle, et le roi Georges V ou Georges VI, je pense, à l'époque. Oh, parce que la reine Élisabeth, la reine actuelle, n'était pas encore régnante. Non, c'était sa mère. C'était la reine-mère et son mari. Bon, d'accord. Oui, c'était poids 39, il préparait la... C'était-tu Georges? Je pense que c'était Georges VI, de mémoire. Entre deux historiens, là, tu sais. Mais c'était pour préparer, dans le fond, la Deuxième Guerre mondiale. On voulait chercher l'appui de du Commonwealth on savait que les Allemands commençaient à s'armer, donc on a fait une petite visite au Canada pour faire monter le sentiment de patriotisme. Oui, à l'égard de la mère patrie. Ah, bon. Et tu me parlais aussi que les images étaient magnifiques. Oui, c'est Thérèse Racine qui travaille aussi au Cégep, tout comme moi, qui a fait les dessins du volume. Et puis les dessins, il s'est fié sur des photos d'époque. Comme la photo, je pense que tu vois ici, bon, ben, on voit un policier avec un chapeau un peu colonial, si on peut dire. Ben, à l'époque, les policiers de Thetford Mines portaient ce type de chapeau-là. Et ils sont dessinés devant le Collège La Salle, puisque le dessin représente ici, c'est pendant la grippe espagnole, on avait transformé. Le Collège La Salle, là, Stéphane, excuse-moi de t'interrompre, c'est ici, là, c'est le centre Marie-Agnès Desrosiers, là. Oui, juste ici à côté, aussi. Puis, dans le fond, pourquoi on avait fait ça ici? C'est parce qu'en 1939, on a converti le collège en hôpital temporaire. Il y avait tellement de malades de la grippe espagnole qu'on avait converti le Collège La Salle en hôpital temporaire. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est Pierrot qui accompagne un policier qui l'amenait dans le fond au collège pour donner un coup de main pour aider à soigner les patients atteints de... Ben oui, je reconnais le petit clocher du centre Marie-Agnès, là, tu sais. Ah oui! Ouais. C'est donc bien intéressant. En tout cas, tu me donnes le goût quasiment de l'acheter, là, même si j'ai passé l'âge un peu. Mais je vais lire un extrait, si tu me permets, oui. Là. Puis ça va permettre peut-être plus à nos auditeurs de comprendre là, le principe, là. Alors, Pierrot s'endort et se met à rêver. Dans son rêve, Pierrot est couché sur le sol dans un champ et un cultivateur est debout à ses côtés. Pierrot se réveille. « Bonjour, jeune homme, est-ce que ça va? »« Oui, je vais très bien, mais où suis-je et qui êtes-vous? »« Et c'est que tu as dû prendre un sacré coup sur la tête, mon garçon. Je me présente. Je me nomme Joseph Fecteau. Je suis cultivateur et trappeur. Pour ce qui est de l'endroit, tu te trouves présentement dans le canton de Thetford, entre Saint-Adrien-d'Irlande et Sacré-Cœur-de-Marie. Vous voulez dire que je suis aux environs de Thetford Mines? Thetford Mines? Pardon, jeune homme. Mais pourriez-vous me dire où vous voyez des mines ici? Bien voyons, il y en a pratiquement partout. Vous n'avez qu'à regarder au loin pour voir les montagnes de résidus. Ha, 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 tu es un sacré farceur, toi. Des montagnes de résidus. Ben oui, et moi, je suis le premier ministre du Dominion. Ça fait une sacrée rencontre. Ouais. Donc, et Pierrot, plus tard, demande vers 1900, mais en quelle année sommes-nous? Bien, en 1876, voyons. Et là, Pierrot qui s'exclame, « Oh mon Dieu, j'ai voyagé dans le temps. » Il va rencontrer un petit peu plus loin. Bien, là, c'est le moment où M. Fecteau va lui montrer ce qu'il vient de découvrir. Il vient de découvrir de l'amiante. Il ne sait pas encore que c'est de l'amiante, mais il lui montre ce qu'il vient de découvrir. Ben oui, une drôle de petite pierre bleuâtre que j'ai trouvée pendant que je discutais avec mes amis, mais c'est de l'amiante, et ainsi de suite. Et là, on a l'image de M. Fecteau, justement, dans son champ, qui a creusé et qui a trouvé de l'amiante. Et ça va comme ça, de rêve en rêve. Oui. Et d'époque en époque. C'est ça, il y a toujours des gens qui racontent, et qui expliquent un peu, il est chanceux, ils rencontrent, comme je disais, le premier maire de Benson, James Bennett, qui dit que là, c'est le grand jour, parce que là, Kingsville devient Thetford Mines enfin en 1905. Puis, Ah, c'est bien cute, en tout cas. Donc ça, c'est Pierrot découvre l'histoire de Thetford Mines. Et là, c'était le premier, et tu as récidivé avec Vimeridge, Voyage au cœur de l'histoire. Vimeridge, ça, tu me disais que c'était particulier parce qu'ils t'ont demandé d'écrire uniquement sur les débuts du village. C'est ça, dans le fond, comme je disais tantôt, quand j'ai écrit celui sur Thetford Mines, je ne pensais pas me récidiver dans le roman jeunesse, mais ce qui arrive, c'est que une des dames qui sert sur le conseil d'administration de la Société de généalogie d'histoire de la Ronde Thetford vient de Vimeridge. Ah. Et Vimy, en 2017 de mémoire, fêtait leur 100e anniversaire. C'est ça, oui. De fondation. Ben, c'est jamais été une municipalité, c'est toujours été affilié à Coleraine, mais
le petit lieu fêtait son 100e anniversaire, l'agglomération. Et puis, il m'avait demandé si je pouvais écrire un roman jeunesse, mais vraiment sur les débuts du village. On parle là, la fin des années 1910, début des années 1920. Puis là, on a quand même du contenu. Encore une fois, oui. Puis là, ben, le but, c'était toujours de voir, encore là, c'est un roman jeunesse, donc on peut se permettre des fantaisies que dans un vrai roman, peut-être qu'on pourrait moins se permettre. Fait que c'était encore là, c'était de trouver une façon de faire voyager mes gens à l'époque. Fait que ici, la façon de le faire, dans VMI, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une classe d'étudiants qui se passe à l'école à Sainte-Bernadette à Coleraine. Oui. Et puis la professeure qui est une professeure, je dirais, en fin de carrière. Là, vieux modèle, elle a toujours utilisé le tableau vert. Et puis un matin, on lui annonce qu'on vient d'installer un tableau blanc interactif. C'est fantastique. Elle ne connaît pas tout comment ça fonctionne. Puis là, elle commence à donner, elle dit aujourd'hui, on va parler de l'histoire de VMI. Puis là, tout à coup, il y a des boucan, ça fait un peu dans la classe, mais là, toute la classe se retrouve à l'époque. Puis là, il rencontre des jeunes de VMI à l'époque qui voient de la maison de pension. Il parle avec les mineurs qui viennent d'inaugurer la première mine là-bas. Puis elle dit c'est donc bien fantastique le tableau blanc interactif. Fait que tout le long du volume, elle est certaine que c'est le tableau qui fait tout ça. Jusqu'à la fin du livre, la petite dernière ligne à la fin, ça rencontre la directrice à la fin du volume, c'est ce qui est drôle. Puis oui. la directrice a dit à l'enseignante, elle dit c'est juste pour te dire, ton tableau interactif qui est dans ta classe, on va aller le brancher demain matin. Ah! OK, il n'était pas branché. Il n'était pas branché. D'accord. Hey. Et puis, ben là, tu dois avoir des enfants, Stéphane, parce qu'il y a un petit quiz à la fin qui a été complété aussi. Oui, le petit quiz, c'est pas moi qui a eu l'idée, c'est la dame qui l'a illustré ici, qui a décidé de faire un petit quiz. Je trouve ça super intéressant. Ben oui. Et puis ça s'adresse à peu près à toujours des gens le même groupe d'âge, je dirais. 5-6e année, là. Oui, toujours le même groupe d'âge pour les 3 romans, là, 10 à 12 ans, je vous dirais. Là. Oui, parce que oui, c'est le fun, le petit quiz. Tu sais, pour quelles raisons les prospecteurs sont venus dans ce coin de pays, quels sont les 5 instruments du prospecteur, et ainsi de suite. C'est vraiment bien lié à l'histoire minière aussi de la région, là. Ici, tu as cité, c'est SG, Vimy, berceau de mon enfance, berceau de tant de souvenirs et de tant d'éclats de rire. Est-ce que tu es originaire de Vimy? Non, c'est pas moi qui ai fait la citation. C'est le comité qui a rajouté la citation au volume. Ah bon, et c'est initialé, on dirait Stéphane Garneau, mais j'imagine que c'est pas toi. C'est pas moi. D'accord. Bon, ben, donc je vais en lire un extrait, là, comme tu me disais. Là, Madame Lise dépasse maintenant l'édifice de la Caisse populaire sur l'avenue Saint-Joseph à Coleraine. Encore une minute, et elle se retrouve devant l'entrée principale de l'école Sainte-Bernadette. Même après plus de 30 ans dans l'enseignement, elle aime encore autant son travail. En effet, quoi de plus beau que de transmettre ses connaissances à de jeunes élèves désireux d'apprendre sans cesse de nouvelles choses. Toutefois, aujourd'hui, ce n'est pas une journée comme les autres. En effet, sa classe va être enfin dotée d'un tableau blanc interactif. À l'inverse de ses collègues qui sont excités par l'arrivée de cet outil pédagogique, Madame Lise a plutôt des craintes. Étant à sa dernière année avant une retraite bien méritée, elle a plus ou moins le désir d'apprendre comment cette technologie fonctionne. C'est ainsi qu'en se disant qu'elle ne peut pas arrêter le progrès, elle prend une grande respiration et ouvre la porte de l'école pour se diriger vers sa classe. Elle entre dans son local et le voit fixé au mur. Bien qu'elle ait eu déjà quelques formations, Madame Lise ne sait pas encore comment cette version améliorée du bon vieux tableau noir va l'aider dans le sujet qu'elle veut aborder en cette journée avec ses élèves. Et cette journée, elle aborde comme thème l'histoire de Vimy Ridge. Et comme tu me dis, ça se termine de façon un petit peu rigolote. Bonjour, Madame Joanie, qui doit être la directrice. Ouais. Je voulais vous remercier pour le TBI dans ma classe. C'est vraiment génial comme outil pédagogique. Ce matin, nous avons découvert à quoi ressemblait le village de Vimy Ridge grâce au TBI. Alors que l'enseignante passe son chemin, la directrice affiche un air songeur. Je ne comprends pas. Je voulais justement vous dire que le TBI dans la classe sera branché au réseau demain. C'est mignon. Et vraiment, c'est l'histoire donc de Vimy Ridge. Un autre petit coin... Oui, même dans le roman, la classe se ramasse sur les lignes à Vimy même, les lignes à la bataille de Vimy, pour comprendre d'où vient l'origine du nom de Vimy Ridge. Parce que le nom de Vimy Ridge est en l'honneur de la bataille de Vimy. De Vimy, oui, en France, Première Guerre mondiale. C'est ça, puis ils se ramassent dans les tranchées de la Première Guerre, puis ils se demandent, voyons où est-ce qu'on en est rendu. Puis là, c'est là, tout le monde dit, penchez-vous, je viens de comprendre où est-ce qu'on en est rendu, on est dans les tranchées de la guerre de Vimy.
Et puis, il est disponible à quel endroit, celui-là? Je sais que le centre d'archives aussi, le centre d'archives a encore les 3 romans qu'on va voir aujourd'hui. OK. Donc, on peut se procurer ces romans-là pour nos enfants via le centre d'archives. Oui, je ne sais pas par exemple si le comité là encore de disponible à d'autres endroits, mais je sais qu'il y en a quelques exemplaires encore au centre d'archives ou au cégep. Bon, mon Dieu, je m'en vais là justement tantôt. Là, Et le tout dernier, attends un petit peu que je le récupère, là. Le dernier, c'est ton petit dernier aussi. Pour un auteur qui est tombé dans la littérature jeunesse par accident, tu commences à devenir prolifique. Mais comme si c'est jamais moi qui décide d'initier le projet. Ce coup-là, c'est le président du comité de revenus du secteur de Black Lake, M. Yannick Brochu, qui est enseignant au cégep. Oui, parce qu'il traite de Black Lake, Album Souvenir, qui est aussi un roman jeunesse. Qui me dit, moi aussi je viens de Black Lake, tu m'en as dit, je viens de VMI. Non, je suis originaire de Black Lake. Fait qu'il m'a dit, c'est le fun, tes 2 premiers romans, voudrais-tu en écrire un pour Black Lake? Bon, je dis, pourquoi pas? On peut bien en écrire un pour Black Lake. Puis là, celui-ci, j'ai dit, écoute, à un moment donné, on manque de façon magique de raconter l'histoire. Je suis allé avec le premier roman, mon personnage a rêvé. Dans le deuxième, c'est un tableau blanc interactif. Mais dans le fond, dans celui-ci, c'est un peu une façon différente. C'est que le personnage principal, je peux dire, c'est un album photo. Au début du volume, l'album photo, il est allé à la librairie Garneau de Québec. Puis c'est une sœur qui ajoute l'album pour son frère. Puis son frère reste à Black Lake. Fait qu'elle a envoyé l'album photo. Puis dans le fond, on voit la transmission de l'album photo d'une génération à l'autre. Dans le fond, c'est la famille Croteau. On suit c'est une famille inventée. C'est pas une famille, c'est une famille fictive. Il y a sûrement eu des familles Croteau à Black Lake. Mais celle-ci est une famille fictive. Puis elle nous permet, on suit dans le fond la transmission de l'album d'une génération à l'autre, ce qui nous permet de voir là, les principaux effets de l'histoire de Black Lake. L'église qui a été incendiée, on voit la grève de 49, encore une fois, mais vue de Black Lake, le dragage du lac Noir, l'inauguration de l'aréna de Black Lake. Puis même avant la fin, là, on parle là, qu'à un moment donné, que la polyvalente, de tout le combat pour sauver la polyvalente de Black Lake, parce qu'on parlait de la fermer déjà il y a quelques années. Fait que c'est mentionné dans le volume. Et là, c'est différent parce qu'il n'y a pas d'illustration, c'est un choix de photos d'époque. C'est ça, ça va un peu aussi avec le contexte, vu que c'est un album photo qui raconte l'histoire. On s'est dit que ça serait intéressant d'avoir des photos plutôt que des dessins dans le roman. J'imagine que cet album de photos, il se bonifie au fur et à mesure que le roman avance. C'est un peu comme ça qu'il est bâti, là? C'est ça, oui. Il grossit tout le temps. À la fin, justement, il dit maintenant mes pages sont pleines, c'est le temps de laisser la place à mon poursuivant qui va poursuivre l'histoire de la famille et de la municipalité. C'est bien parce que vous voyez-vous, il y a des images du village Hopper et de Black Lake vers 1920. Black Lake en 1895, le couvent du lac Noir en 1965. C'était de magnifiques bâtisses. Parce que dans le fond, on voit aussi différentes écoles de Black Lake. C'est ce qui est le fun, c'est que les histoires sont dans différentes années, mais peu importe l'événement qu'on raconte, je commence toujours par l'école. Fait que la première étude, on l'avait était au couvent Saint-Désiré du Lac-Noir. Après ça, le deuxième, on s'en va à l'école Saint-Désiré, qui n'existait plus, qui est passé au feu dans les années 70. On tombe à l'école Saint-Georges, à l'école Saint-Jean, à l'école Saint-Louis, à la polyvalente. Fait qu'on fait vraiment le tour de tout, mais on amène pareil des sujets d'histoire, mais on commence par les écoles. Par exemple, pour l'école Saint-Jean, au début, parce que, petite particularité, ce qui est drôle, c'est que la famille Croteau, les étudiants arrivent toujours en retard. Peu importe les années, toujours en retard. Ils sont toujours en retard, les jeunes Croteau. C'est ça, comme en 49, par exemple, l'élève Croteau, il arrive en retard parce qu'il s'appelle Elmer Croteau, puis là, il joue sa patinoire. Il y avait une patinoire à côté de l'école Saint-Georges. Il se prend, là, il pour Maurice Richard, puis il joue sa patinoire, puis là, il oublie la rentrée scolaire. Fait que là, il arrive en retard à l'école. À l'école Saint-Jean, là, il manque encore le membre de la famille Croteau qui n'est pas là. Le directeur, où est-ce qu'il le trouve? Il le trouve sur le bord du lac Noir en train de voir le dragueur qui est là, le fond. Puis même à la polyvalente, c'est l'inverse. La Croteau s'est rendue une enseignante. Mais là, la prof n'est pas là. Pourquoi? Là, la prof est devant son portable. Elle vient de voir toutes les nouvelles qui concernent peut-être la possible fermeture de la polyvalente. Fait que c'est toujours, là, c'est un peu le running gag jusqu'à la fin. Où est-ce que là, on arrive à la fin, on est en 2018. Puis c'est les films, il y a des films sur la côte à Black Lake. Puis celui qui doit apporter le film arrive en retard. Puis il dit, c'est qui? Ça doit être un Croteau, hein? Il porte pas le nom de Croteau, mais il dit, c'est l'enfant de tel Croteau. Il dit, c'est pour ça. Il dit
Je l'ai ici, là. Si tu me permets, je vais lire l'extrait, là. Bonjour tout le monde, mon nom est Yannick Brochu. Yannick Brochu, qui est un personnage contemporain, là, hein? Un enseignant du cégep, président du comité de revitalisation de Black Lake. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette 5e édition des films en plein air. Mais nous avons un petit retard. Le film commencera bientôt. Quittant le micro, Yannick se dirige vers les 2 autres bénévoles. Dites-moi, Claudia et Johan, qui devait apporter ce film ce soir? C'est Samuel Garneau. Samuel Garneau? Ben oui, le fils de Maude Gagné-Croteau. Entre-temps, Samuel arrive avec le film. Donc, c'est le petit Croteau qui est en retard. Oui, je sais, je suis en retard. Il paraît que c'est un défaut qu'on se transmet dans la famille. Alors, c'est pas grave. Allons partir le film. Attends un peu, Yannick. Je veux prendre un selfie de tous les bénévoles pour mettre une photo dans mon album. Voilà. Quel beau rappel. On dit cheese tout le monde. Et voilà, le dernier espace de mes pages est maintenant comblé. Et là, c'est l'album qui parle. Ouais. J'ai eu la chance de vivre plusieurs années dans un endroit fabuleux avec une famille extraordinaire. Si je continue bien sûr à régner sur la mémoire familiale, je laisse la chance à un autre de poursuivre l'histoire. Confiant que je suis dans les plus jeunes générations qui ont toujours su préserver Black Lake et en faire un milieu accueillant et bouillonnant d'idées. C'est vraiment très songé, je vais dire. Je trouve ça très brillant comme façon de construire Puis, dans le fond, un roman. Le changement d'une annonce se fait toujours par une photo. Le premier, quand il y a l'incendie de l'église Saint-Désiré, par exemple, il y a un membre de la famille Croteau qui s'en va aider à sortir les meubles liturgiques de l'église. Puis là, il y a un journaliste qui arrive, il faut prendre une photo pour le journal par rapport à l'incendie. Ou lors de la grève de 49. Oui. Le père, il dit, viens-t'en le jeune, on s'en va au bureau syndical. Puis là, il dit, justement, on voudrait avoir une photo pour mettre dans le bulletin syndical d'un membre et de sa famille. Fait que il y a toujours une photo. Et j'imagine que ce sont les photos qui sont dans le. C'est des photos qu'on reprend, dans le fond, ce qui est parlé par le sujet. Oui, c'est ça. Machine à glace ici, machine à glace fabriquée par Fournier Steel Work 1973. On parle-tu des industries Fournier, là? Oui. Oh, OK. Une machine à glace. La photo ici est magnifique. La drague Fleur de Lys en 1956. C'est quand même magnifique, là. Puis, mais les photos sont... Écoutez, une photo de la grève de 49. Puis ici, là, Stéphane, cette photo-là, elle me sidère. Là, c'est... attends un petit peu, je vais la retrouver. Le pont couvert de Black Lake. Il y avait un vieux pont couvert en bois à l'origine, avant qu'il le remplace. C'était où, ça, là? C'est encore le pont. Aujourd'hui, quand on traverse la rivière Bécancour, dans le bas de la côte, il y a encore un pont. C'était un pont couvert. C'était un pont couvert en bois à l'époque. Ah, écoute, puis ça, encore une fois, disponible au centre d'archives, mais il vient tout juste de sortir. Il est encore chaud, il sort du fond. Oui, on l'a publié au mois de septembre dernier. Oh, donc ça vient tout juste d'arriver, là. Donc, celui-là serait probablement très, très intéressant à offrir là, à nos jeunes. Ceux qui viennent de Black Lake ou qui veulent connaître l'histoire de Black Lake. Oui, tout à fait, de façon, ou la faire connaître à leurs enfants. Hey, écoute, je suis vraiment surprise là, de la diversité. Là, le prochain, ça serait quoi ton intérêt pour un petit roman jeunesse historique, là? Pour l'instant, comme je dis, moi, j'ai jamais fait de démarche, sauf peut-être pour le premier. J'attends. Si des fois, il y a des municipalités qui souhaitent ce genre de choses-là, je suis ouvert à, je dis pas non, à répéter encore une fois. C'est toujours parce que, dans le fond, je l'ai fait avec VMI, puis on le dit pas parce que c'est un petit milieu qui n'a pas d'histoire. Même les petites municipalités ont des grandes histoires. C'est juste de trouver une façon intéressante de la raconter. Bien, on va lancer l'appel aux 19 municipalités de la MRC. Je pense que tu vas avoir du travail pour quelques années si ça se concrétise. Mais là, Stéphane, il nous reste encore 2 minutes, là, puis j'aimerais ça qu'on ouvre la porte à une prochaine visite à la télévision communautaire parce que la première fois qu'on s'est parlé, on s'était dit, OK, tu vas venir nous parler d'un style littéraire particulier, le polar historique. Et là, la prochaine fois qu'on va te voir, c'est de ça dont tu vas nous parler. Donc, ça, c'est vraiment un accident. Tu as écrit quand même plusieurs volumes, mais le style littéraire que tu affectionnes, c'est le polar historique. C'est ça, comme j'ai des études en histoire. À l'origine, même si je ne travaille pas dans cette branche aujourd'hui, j'ai des études en histoire à l'université. Donc, c'est sûr que tout ce qui est essai historique ou roman historique, mais j'aime beaucoup le roman, plus le roman d'enquête historique, comme je donnais, comme l'inspecteur Nicolas Le Floch. Je sais que, pas sûr que vous le connaissez, mais des fois, si vous voulez aller voir sur YouTube, en France, ils ont fait une série télévisée à partir des romans de monsieur, ça fait de mémoire d'avoir au moins 15 ou 16 romans de la série sur l'inspecteur Nicolas Le Floch.
Ou encore Gervais d'Anceny, ça c'est un moine, ça se situe au Moyen-Âge, mais encore là, il enquête sur différentes choses, des meurtres survenus. Puis c'est le fun parce que ça nous fait découvrir comment ça se passait à l'époque dans les villes, parce que je pense que Nicolas Le Floch, ça se passe beaucoup à Paris. Oui. Puis il y a une dualité, c'est que l'inspecteur est à la fois de bas par le bas peuple, puis après un petit peu plus tard, qui était dans le fond noble. Fait qu'il nous permet d'avoir autant un accès aux têtes dirigeantes à Versailles que de vraiment aller dans les ruelles là, du beau Paris. Ah bon, puis là, ça, c'est vraiment le style littéraire que tu affectionnes plus particulièrement. Oui, c'est un style que j'aime beaucoup. Puis comme je disais, j'aime beaucoup aussi là, le roman de l'auteur David Gibbons, qui est beaucoup plus dans un auteur qui parle de... Son auteur, c'est Jack Howard, qui est un archéologue. Et puis, bon, il est chanceux comme il devrait s'acheter un 49. Il fait toujours une grande découverte à chaque roman. Et puis, M. Gibbons nous fait voyager entre le moment présent, où on suit l'archéologue. Et l'intrigue, dans le fond, ça. au moment présent. Et on va aussi dans le passé, savoir pourquoi, par exemple, qu'il y a une pièce phénicienne qui est en Angleterre, ça ne devrait pas être là, on ne devrait pas être là, mais pourquoi que c'est là? Là, on a des flashbacks entre le passé et le présent. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, on a bien hâte que tu reviennes nous voir avec ces romans-là. J'imagine qu'à la bibliothèque du Cégep, tu n'auras pas besoin, tu n'auras pas de misère à te trouver des exemplaires pour nous les amener, pour nous les présenter. Hein? Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir accepté de nous présenter tes 3 volumes jeunesse qu'on peut se procurer donc au centre d'archives au Cégep, hein, à l'entrée principale, tout à côté de la bibliothèque. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine. À la prochaine. Là-dessus, mesdames et messieurs, on se quitte et on sera là la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie.